les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore un entrepreneur ici à Bangkok. On est toujours du coup dans la série d'interviews des entrepreneurs qui font partie de la French Tech. Aujourd'hui on rencontre Benjamin qui, vous allez le voir, a encore une expérience un petit peu cinglée, un petit peu folle et qui bosse aujourd'hui du coup chez Lightblue. Il va nous en parler dans un instant. Benjamin, salut. Salut, ça va? Super. Alors, en quelques mots, pour les gens qui ne te connaissent pas, et il y a de fortes chances qu'on ne te connaisse pas sur cette chaîne, qui es-tu, que fais-tu? Alors, je suis le fondateur de Lightblue Environmental Consulting, initialement venant d'un parcours un peu particulier, mais au niveau professionnel, initialement employé chez Accor sur un programme de certification environnementale pour les Novotel en Asie, qui s'appelle Green Globe, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé consultant pour l'ONU sur des programmes similaires pour aider à intégrer le développement durable dans l'hôtellerie en Thaïlande et aux Philippines. Et j'ai monté ma boîte Lightblue depuis environ 4 ans avec un gros focus sur la prévention du gaspillage alimentaire. Ok, génial. Joli pitch. Efficace, clair, on sait plus ou moins ce que tu fais. Et justement, tu as un parcours un peu atypique, comme tu l'as dit. On a discuté un petit peu avant, je vous avoue, je me suis spoilé. Parle-nous-en rapidement. Comment est-ce que déjà tu es arrivé en Asie et comment est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Tu as fait des grandes études, c'est quoi ton truc? Alors, initialement, j'ai fait un master en relations internationales à Genève. Je voulais pas travailler dans une grande organisation, je voulais d'abord apprendre le mandarin. Je me suis retrouvé un peu par hasard dans une classe de mandarin. J'ai décidé que après quelques semaines que ça allait pas être hyper efficace, donc je suis parti en Chine en immersion complète pour apprendre le mandarin là-bas avec des expériences assez intéressantes. Après 6 mois, je suis revenu pour essayer de tester mon attrait sur le marché du travail du côté de Genève notamment, et je me suis pris porte sur porte par plein de grosses boîtes, ce qui était un petit peu difficile à accepter, mais bon voilà, après quelques mois avoir bossé un peu avec mon père, j'ai eu un VIE pour une PME nantaise qui devait m'envoyer à Bangkok. 2 jours après avoir commencé ce VIE, ça a capoté. Donc je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau et j'ai décidé quand même de venir sur Bangkok pour tenter ma chance. Donc j'ai pris un aller-retour, j'avais 3 semaines. J'ai fait faire mes CV, mes costards, et j'ai pris le nom de toutes les boîtes françaises qu'il y avait à la chambre de commerce, sélectionné celles qui m'intéressaient, et j'ai fait du porte-à-porte, vraiment à forcer le destin, et de fil en aiguille, j'ai pu avoir un entretien avec le DRH d'Accor qui m'a donné ma chance sur ce programme-là, et puis voilà, donc je me suis retrouvé d'abord consultant indépendant, ce que je trouvais assez sympa, parce que je gagnais aussi bien qu'en étant à plein temps, mais en bossant que quelques mois. Monter ma structure après en parallèle, un peu de facto, c'était non seulement pour des questions de visa, mais aussi pour pouvoir avoir une présence sur le net. Et puis les choses ont commencé à grandir avec un interne, puis 2, et voilà, c'est comme ça que la boîte est née, on va dire. Elle est née, ouais. Et alors du coup c'est intéressant, je vais nous rapprocher un peu là. On est en proximité d'habitude, hein. On est comme à la maison, on est comme au bar, voilà, c'est mieux comme ça. Et donc du coup, master en poche, tu pars en Chine pour apprendre le mandarin, tu parles 4 ou 5 langues, tu me disais, tu as ton diplôme, tu trouves pas de job. Et tu me dis, par contre j'ai essayé. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que t'as pas trouvé de job selon toi? Combien de portes t'es allé taper? Qu'est-ce que t'as fait pour forcer le destin sur ta recherche de job? Parce que tu m'as l'air quand même d'être quelqu'un d'entreprenant, qui fait les choses. Il y a 10 ans, t'étais comment pour que ça marche pas selon toi? Et qu'est-ce que t'as fait pour que ça marche? Je sais pas, je devais avoir l'air d'un branleur, j'imagine. Non, je rigole, je sais pas. Parce que ouais, je me suis pris des portes. Ouais, j'ai fait quasiment toutes les grosses boîtes internationales qui ont des sièges régionaux autour de Genève, tu vois, des Caterpillar, des Michael Page, des JP Morgan, etc. Mais 2 problèmes, je pense, c'était mon background qui faisait que j'étais spécialiste en rien. Donc un peu touche à tout, mais sans vraiment skills qui soient utiles directement. Plus le fait que je sache pas exactement ce que je voulais faire. Ouais. Donc pas de vraie conviction derrière, et je pense que ça se ressent aussi au niveau du recrutement. Et donc voilà, c'est notamment ça qui a dû expliquer le fait que ça n'avait pas marché. Puis après ce VIE qui était censé marcher, qui a presque marché et puis en fait pas du tout.
Et donc voilà, je me suis retrouvé un peu dans la situation où maintenant il y a tout à faire, aucune garantie, mais c'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure. Donc partir à l'aventure, ça faisait toujours partie de mes plans. L'Asie, clairement, après mon expérience en Chine, je voulais y retourner. Je voulais tester un autre pays pour voir un peu. Et puis, effectivement, après, je pense que les choses se sont mises en place vraiment par la force de conviction et le fait d'être tout le temps dehors et de tirer à toutes les sonnettes et d'essayer, quoi. Ok, génial. Du coup, quand et comment tu as démarré ton voyage entrepreneurial? Tu en as déjà un petit peu parlé, la création du coup en consulting, et puis après naturellement tu as pris des gens pour t'aider et puis ça s'est développé, donc ça on va pas passer, mais grosso modo on va garder cette réponse là. J'ai une autre question qui est pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat finalement? L'entrepreneuriat, ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui bouillait en moi, quoi. Ça s'est fait en fait. Ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait parce que ma deuxième expérience en tant que consultant indépendant m'a un peu formé au fait de devoir tout créer par soi-même. Donc ça m'a un peu poussé dans cette direction. Et puis après, c'était un peu la force des choses en fait. Le fait d'avoir cette expérience particulière sur un marché qui était vraiment à ses premiers balbutiements, on fait que voilà, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose là à faire. Et au-delà de l'aspect développement durable dans l'hôtellerie, qui est vraiment mon expertise première, d'identifier qu'il existait des gros gaps, des gros manquements dans l'industrie qui étaient pas couverts, m'ont conforté dans l'idée qu'il fallait combler ce vide, quoi. Ok, il fallait le faire. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens, par exemple, quand je leur pose cette question, c'est je voulais pas avoir de patron, je voulais être libre, je voulais pouvoir démultiplier mes revenus, machin, je voulais voyager. Toi, non, c'est vraiment venu de cette opportunité marché finalement, où tu t'es dit, il y a un trou, moi je veux faire ça, je le crée. Ouais, c'était plus ça parce que j'ai pas de background initialement dans le business et mis à part mon père qui lui est entrepreneur, ça n'a jamais été quelque chose qui a été vraiment transmis dans la famille comme valeur, etc. C'était plus, je pense que c'était plus lié à des convictions personnelles, des valeurs qui pour moi étaient nécessaires d'être intégrées dans le business et dans cette industrie en particulier. Et le fait d'être choqué, d'être profondément choqué par le degré vraiment, enfin l'état primaire d'avancement des hôtels quand il en vient à consommation d'eau, d'énergie, gestion des déchets, des produits chimiques et tout l'aspect social qui pour moi était encore vraiment à un niveau quasiment zéro. Plus l'aspect lié au gaspillage alimentaire où je me suis rendu compte qu'il n'existait rien, quoi. C'est-à-dire pas d'études, pas d'initiatives en place au niveau des grands groupes, même au niveau des grandes organisations internationales, etc., des donor agencies. Donc c'était aussi une sorte de révolte quant à un sujet qui pour moi me semblait si évident, si important, le fait que tout le monde ait besoin de manger 3 fois par jour, le fait que après en creusant, réaliser qu'il y avait un tiers de tout ce qu'on produit dans le monde qui est gaspillé, qui est encore quasiment 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim, 850 millions, et il y a quasiment 2 milliards d'obèses. Enfin, des absurdités comme ça qui moi me choquent. Et donc c'est comment lier le business avec une sorte de mission entre guillemets, sans penser être un prophète, mais pouvoir montrer que on peut faire du business en ayant un impact positif au niveau social et environnemental. Génial, très bonne réponse. Avec le recul aujourd'hui, si tu devais définir un espèce de processus de la réussite, grosso modo, tu dois relancer un nouveau projet, ça serait quoi les 3-4 étapes que tu mettrais forcément en place pour faire que ton projet fonctionne? C'est une bonne question. Je dirais que identifier un besoin, ce serait clairement le premier truc, parce que ça ne sert à rien de développer quelque chose dont personne n'a besoin. Okay. Le deuxième, ce serait acquérir les bonnes compétences ou les bonnes personnes pour pouvoir aller de l'idée à la réalisation, qui est vraiment difficile.
Faire probablement un peu mieux que nous ce qu'on a fait initialement, c'est-à-dire s'assurer d'avoir une bonne structure financière ou en tout cas un bon apport qui permette d'avoir une certaine visibilité et puis vraiment avoir une vision, une perspective sur comment développer le business, quel est le marché dans lequel on est et comment pouvoir diversifier ses sources de revenus. Génial. Alors on répète un petit peu là pour regarder le process de Benjamin. Premièrement, définir un besoin, identifier un besoin, apporter quelque chose que quelqu'un veut, pas travailler pour rien. Deuxième point, définir, identifier les compétences dont on va avoir besoin ou s'entourer des gens qui ont déjà ces compétences-là. Troisième point, tu as parlé de vision. Avoir la vision à long terme, savoir où on veut aller. Quatrième point, tu as parlé des finances. Savoir qu'on a le cash ou avoir un apport de cash pour avoir une visibilité et c'est tout en fait. Non, taper le marché à la fin, étudier comment est-ce que tu vas grossir, comment est-ce que tu vas te développer. Ça fait partie de la vision, à savoir comment diversifier ses activités et s'assurer qu'on puisse au maximum avoir différentes sources de revenus pour maintenir l'activité et ensuite la faire grandir. Ok, génial. Bon, un process à mettre en place. Il y a pas mal de points comme d'habitude qui reviennent. Et vous le voyez, il y a des similitudes. Même si les gens n'ont rien à voir et ne se connaissent pas, il y a des similitudes à travers tout ce qui se dit. C'est peut-être qu'il y a des choses à utiliser. À vous de voir. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les traits de caractère qui font un bon entrepreneur? Alors, les traits de caractère que tu as dû développer, que tu avais déjà et que tu as dû développer, ou que tu n'avais pas du tout et que tu as dû apprendre? Trait de caractère, il faut une grande confiance en soi. Je pense que ça c'était quelque chose qui m'a vraiment permis de passer toutes ces grosses, d'aller outre toutes les grosses barrières qu'on a pu rencontrer. Plein de gens adorent voir les autres se casser la gueule, donc force de caractère c'est hyper important. Persistance aussi, pas prendre un non pour un non. C'est jusqu'à ce qu'on te dise casse-toi que vraiment t'as compris que là il faut partir. Je dirais que les points importants, les traits importants à avoir sont la structure, et ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, quelque chose que j'avais pas naturellement et par la force des choses, si tu te structures pas, il y a de fortes chances encore une fois que ça se casse la gueule. Et puis je pense qu'il est vraiment très important, c'est de savoir prendre de la distance, de la hauteur on va dire, de la hauteur pour pouvoir analyser une industrie et ce qui permet également d'identifier ses besoins, ces gaps qui peuvent exister entre qu'est-ce qui est déjà offert sur le marché et qu'est-ce qui ne l'est pas, ou quels sont les sujets qui n'ont pas été abordés en profondeur et où il y a une vraie valeur ajoutée. Et je pense que de manière assez, pas contradictoire, mais assez étonnante, c'est mon background qui n'a rien à voir ni avec le business, ni avec l'environnement, ni rien, mais vraiment les sciences politiques qui te permettent d'avoir une vision globale des choses, des rapports de force et une vision systématique du monde qui t'entoure qui permet en fait, qui aide dans toute l'entreprise, dans tout le mouvement entrepreneurial. Tout le process, ok. Ouais. Et du coup, tu parlais de confiance en soi qu'il faut développer. Selon toi, rapidement, un pitch, 2-3 leviers pour améliorer sa confiance en soi? Ouais, le premier, ce serait si tu crois pas à 2000% à ce que tu vends, le fais pas, parce qu'en l'occurrence, c'était un peu notre cas. Tu vas pitcher à des clients qui t'attendent pas, qui ont jamais eu ils savaient jamais qu'ils avaient ce besoin-là. Donc c'est encore plus difficile, il va falloir passer par l'éducation de ton client et leur montrer pourquoi il y a un besoin et comment tu peux les aider. Confiance en soi, je pense que ça marche aussi via d'autres activités. Toujours essayer de capitaliser sur les trucs où on est bon en parallèle, soit pas forcément lié au business. Moi je pense par exemple le sport m'aide beaucoup. Sport d'équipe où généralement je joue pour le plaisir, mais le plaisir à gagner fait entièrement partie du plaisir. Donc ça m'agace de jouer pour perdre.
Donc ça fait partie des choses. Donc ça peut être des gens qui aiment jouer au poker par exemple ou à d'autres types de jeux, mais avec quand même toujours cet esprit compétitif qui est nécessaire, je pense, dans une certaine mesure. Ok. Ouais. Bon, mais voilà, quelques petits tips supplémentaires glanés sur le chemin. Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes bien ta vie si tu étais resté dans une tour avec ton bac +5? Est-ce que tu gagnerais mieux ou moins bien ta vie? Si tu veux pas donner un chiffre, tu peux donner une fourchette. Je pense que je gagnerais beaucoup mieux ma vie à l'heure actuelle si je faisais autre chose. Okay. Mais j'ai pas des perspectives à 1 ou 2 ans. Moi, c'est quasiment un projet de vie ce que je mets en place là. Et ce sont des changements qui sont profonds et qui touchent non seulement à l'industrie hôtelière, mais à d'autres industries connexes. Quand on parle du gaspillage alimentaire, on touche d'autres industries, aussi bien les compagnies aériennes que les compagnies de croisière, que les restaurations collectives, enfin, tout ce qui touche à la bouffe. Et il y a tellement de gaspillage partout que là, on commence par une industrie avec une méthodologie et certains outils. Les perspectives de développement sont assez phénoménales. D'accord. On compare souvent l'argent, le bonheur, on dit que l'argent fait le bonheur. C'est pour ça que la question d'après, c'est est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ouais, moi je suis carrément heureux. J'adore me lever le matin ou ne pas aller me coucher pour continuer à développer les 10 000 aspects qu'il y a quand tu gères ta propre boîte, toujours en sachant que tu veux quelque part montrer quelque chose. C'est un peu prouver que les gens ont géré le business d'une manière qui n'était pas optimale pendant si longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un aspect, c'est pas une seule industrie, mais c'est plus global. Donc il y a un aspect un peu une satisfaction liée à ça. Et donc ouais, je suis heureux et de commencer aussi à être reconnu comme étant expert sur un domaine hyper particulier, sachant que ça touche tellement de monde et que c'est un problème global auquel on fait tous face, et il n'y a pas assez de monde encore qui se penche dessus, quoi. Question tricky qui me vient. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux parce que tu deviens reconnu pour ce truc qui t'anime tant, ou faire que ce truc-là avance dans le monde? Bah, c'est un mix des deux. C'est un mix des deux, et puis heureux de voir que nos programmes font la différence, qu'on a des super résultats, on a des données qui remontent, qui sont vraiment, elles sont dérangeantes en fait, et il y a un côté excitant et frustrant parce que du fait qu'elles soient dérangeantes, ça nous empêche de nous développer aussi rapidement que ce qu'on aimerait, mais c'est excitant parce que on est un peu en train de mettre le doigt. Ouais, j'allais dire mettre le nez dans le caca des gens, pour le dire un peu plus, de manière un peu plus cynique. Ok, très bien. Et leur prouver par A plus B que non seulement ils optimisent pas leurs opérations, mais qu'en plus qu'ils continuent de tracher la planète, et qu'ils pourraient bénéficier aussi bien au niveau financier qu'au niveau réputation, image de leur business. Exactement. Ok, génial. Qu'est-ce que tu dirais au Benjamin d'il y a 10 ans si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty et retourner dans le passé? Qu'est-ce que je me dirais? Il y a 10 ans, tu étais où déjà à peu près approximativement? Il y a 10 ans, j'étais quasiment là. Donc il y a 10 ans, je commençais à partir de l'Europe avec des refus plein la tête. Donc je sais pas, peut-être que je me dirais, si, il y a un truc que je ferais différemment, c'est m'associer avec des bonnes personnes plus rapidement. Okay. Et choisir des gens qui ont les mêmes valeurs. Et qui partagent des envies similaires pour pouvoir travailler sur un projet commun. Je pense que j'ai opéré trop longtemps un peu en silo, en indépendant, et là j'essaye d'ouvrir au maximum sur des collaborations où les intérêts sont partagés, et ça c'est hyper important. Pourquoi ensemble on va plus vite? Ensemble on va plus vite, ensemble on va plus fort, et on a forcément tous des passés, des expériences différentes et des compétences différentes, donc c'est essentiel de pouvoir les agréger pour pouvoir avoir plus d'impact, et ça permet aussi surtout d'éviter de raisonner en vase clos, et de pouvoir justement bouncer les idées avec d'autres personnes qui vont
parfois en une minute te dire ouais non mais ça c'est n'importe quoi parce que A plus B et t'as économisé 2 mois de travail où t'aurais bossé comme un gland tout seul sur ton truc avant de te rendre compte que ça marchera pas. Ok, génial. Donc ben voilà les amis, pensez-y. L'association, rencontrer des gens, s'entourer. Est-ce que tu aurais aujourd'hui un conseil, une ressource pour les gens qui ou veulent se lancer ou sont déjà dans la machine et veulent exploser? Un livre qui t'a fait changer ta vision sur quelque chose, un blog que tu consultes souvent, des vidéos, quelque chose, une ressource? J'ai ce bouquin que j'ai sur la table là, que j'aime beaucoup. Il y a celui de Peter Thiel, 1 to 0, qui celui-là je pense est vraiment intéressant à lire assez tôt dans son j'allais dire dans son voyage entrepreneurial. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup utiliser différentes sources d'informations ou différentes on va dire domaines que j'intègre dans ce que je fais, et ça va aller de par exemple l'autre bouquin que j'ai là qui est sur la science de la persuasion. Comment utiliser les différents principes qui permettent à ton interlocuteur d'accepter en gros ce que tu lui vends. Malcolm Gladwell aussi, j'aime beaucoup ses bouquins, et donc c'est assez souvent lié à la sociologie, psychologie humaine, et intégrer ça dans des trucs qui sont plus hardcore, business, etc. quoi. Pas mal, très intéressant. Moi j'aime bien l'idée effectivement dans tous les cas d'aller vous inspirer de toutes les sources potentielles qui y a autour de vous. N'importe quoi peut vous inspirer, c'est juste qu'est-ce que vous allez faire de cette ressource, comment est-ce que vous allez l'utiliser. Et Influence et manipulation, qui est moi le livre que je recommande en termes de persuasion, tu vois, de Cialdini, qui est pour moi un des best, bien évidemment. Bosser la persuasion, travailler sur votre résilience, arrêtez de prendre des noms ou à vous battre quand vous allez prendre un nom, et travailler à comment aller chercher un oui, quoi, ça c'est clair. Nous voilà de retour après une légère page de publicité. La caméra, elle m'embête un peu en ce moment. Du coup, dernière question un peu tricky, je disais. Selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Selon moi, il y a des aptitudes à avoir. Pour devenir entrepreneur. Certains sont nés entrepreneurs, c'est dans leur gène, ils le sentent dès le début. D'autres vont avoir certaines qualités nécessaires pour devenir entrepreneur. Et je pense fondamentalement qu'il y a certains traits de personnalité qui ne sont pas forcément compatibles avec l'entrepreneuriat. Des exemples? Je pense il faut une bonne dose de leadership pour être entrepreneur. Il faut aimer donner le ton, le tempo, la vision. Si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est plus difficile. Et à ce moment-là, c'est d'où l'intérêt d'être bien entouré ou d'avoir des beaux cofondateurs. Tu as dit qu'on n'aime pas. C'est intéressant. On peut aimer ne pas savoir le faire et l'apprendre, selon toi? Oui, dans une certaine mesure. Mais est-ce qu'on excellera, ça? Ok. C'est un autre débat. Et donc toi, tu penses que tu es né entrepreneur ou tu l'es devenu? Moi, je le suis devenu. J'étais pas né entrepreneur. Typiquement, il y a certains traits de ma personnalité qui parfois sont un peu en contradiction. Typiquement, je suis pas un énorme fan de l'argent en général. C'est pas quelque chose qui m'excite en particulier. Des choses comme ça. Je suis pas spécialement à l'aise en finance, mais donc t'apprends au fur et à mesure. Tu t'enseignes, tu t'éduques et tu t'entoures. Génial. Tu fais partie aujourd'hui de la French Tech Thailand. Ça représente quoi pour toi la French Tech Thailand? La French Tech Thailand, nous c'est assez récemment, on a intégré une dimension technologique dans nos services. Donc c'est relativement récent notre rapport avec la French Tech. Ils ont été hyper bien pour nous soutenir sur différents événements et nous offrir la possibilité de se représenter comme entreprise. Étant donné que nous, pour l'instant, l'aspect technologique est une dimension de nos services, mais qu'on n'est pas encore à la phase, mais ça arrive très vite, où on va pouvoir vendre notre service, notre software qui s'appelle Food Access Monitoring Platform à nos clients. C'était pas quelque chose de fondamental, mais on a justement récemment développé une collaboration avec des tech genius qui sont entre Singapour, Mumbai et Split en Croatie, qui eux vont prendre en charge toute la partie développement de notre plateforme,
faire en sorte que on passe de là à là et qu'on puisse en faire un produit qu'on puisse vendre. Et c'est évident que je réalise de manière de plus en plus évidente que la technologie est essentielle, encore plus maintenant, pour délivrer nos services. Ok. Et à qui tu recommanderais par exemple la French Tech Thaïlande? Je recommanderais la French Tech Thaïlande pour n'importe quel entrepreneur qui aimerait s'installer en Thaïlande, d'abord pour la qualité du réseau. Si les activités de cet entrepreneur sont liées à la technologie, ce sera évidemment une bonne plateforme pour rencontrer les bonnes personnes, avoir de la visibilité et puis potentiellement développer des partenariats. Donc même pour ceux qui, comme moi initialement, n'avaient pas de service incluant de la technologie, ça reste de toute façon une très bonne plateforme ou un bon réseau à rejoindre. Génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour le temps que tu nous as accordé et puis pour cette expérience-là. On vient de prendre 20 ans dans la gueule, donc à voir ce que vous allez en faire les amis. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu es heureux, voire même fan, de faire partie maintenant de la team Better Colenso? Écoute, c'est quelque chose, je pense, qui va changer ma vie à partir de maintenant. Merci beaucoup, Benjamin. Les amis, comme d'habitude, vous pouvez laisser des commentaires, laisser des likes juste en dessous. Laissez vos commentaires, laissez vos questions. Je le spammerai par email jusqu'à temps qu'ils vous répondent, je vous promets. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre toutes ces interviews extraordinaires de gens ordinaires qui ont envie de faire des choses extraordinaires. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, les amis. Ciao!